All rise, veuillez vous lever. The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Le juge-président, bonjour. Bonjour, monsieur De Toledo à Abidjan. I give immediately. Le juge-président, je donne sans plus attendre la parole à Maître Altit, conseil principal de la défense de monsieur Gbagbo. Maître Altit, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur De Toledo, comment allez-vous? Bonjour maître, je vais bien. Alors nous allons continuer l'exercice auquel nous nous sommes livrés hier. Alors, nous savons que les rebelles ont traversé la frontière entre les deux zones du pays, le nord et le sud, en mars 2011 et sont allés vers le sud. Ma question est simple. À partir de quand avez-vous vu des unités du Nord arriver à Abidjan? Ou avez-vous été informé de l'arrivée d'unités du Nord à Abidjan à cette période-là? Oui maître. Nous avons été au courant que des unités sont venues du nord parce que nos positions dans la zone nord étaient attaquées. Et de l'est à l'ouest, nos éléments ont replié. Pour les premiers, ils sont arrivés directement à Abidjan. C'est le com-théâtre qui est resté au niveau de Yamoussoukro. Sinon, tout le reste est descendu sur Abidjan. Très bien. Donc c'est très clair, vous nous dites que les unités de l'armée se sont repliées devant l'offensive rebelle, mais est-ce que vous pouvez nous dire à peu près à quelle date, au cours de ce mois de mars 2011, sont arrivées les premières unités rebelles, qui suivaient donc le repli de l'armée, à Abidjan? C'était aux environs de, si mes souvenirs sont bons, à partir du 23, 24, 25 jusqu'au 11, ils étaient à Abidjan. Très bien. Ces unités qui arrivent à Abidjan, ces unités rebelles, par qui sont-elles commandées? Je ne le savais pas. Je ne sais pas qui les commandait. Les troupes rebelles qui arrivent à Abidjan
comment sont-elles composées? Qui en fait partie à votre connaissance? Alors, les troupes rebelles qui sont arrivées du nord, les grands responsables que nous connaissions, c'était les Comzones. Les Comzones qui étaient en tête des troupes. Et par la suite, ils sont rentrés à Abidjan. Je ne sais pas si d'autres unités étrangères en ce moment étaient rentrées en action, mais nous ne le savions pas. Ce que nous avions en face, c'était les éléments dont le chef était les Comzones, dans un premier temps. Très bien. En arrivant à Abidjan, ces troupes se livrent-elles à des exactions? Oui, parce qu'au niveau de nos éléments, je prends toujours le cas d'Abobo, principalement, parce qu'à Abobo, il tuait, je le répète, il tuait nos éléments. À Abobo, en ce moment, il y a l'antenne de la télévision qui est à Abobo. Le gardien et ses enfants ont été brûlés. Également, sur nos positions, ce qui explique que nos éléments se sont retranchés dans le camp commando d'Abobo. Ils ne pouvaient pas sortir, ils sortaient seulement pour le ravitaillement. Et cela était vraiment difficile. Il y a des militaires chez eux qui ont été calcinés. Il y a eu également à Nokwakouté, un village à Bobo, les habitants ont été massacrés. Il y a eu beaucoup de morts. C'était infernal pour nos éléments. En même temps, je continue s'il vous plaît. Oui, pardon. C'était à peu près la même situation au niveau de Koumassi, Boribana, Ayopougon, tous les quartiers. C'est Cocody qui était un peu sous notre contrôle. D'accord. Alors, vous venez de nous parler du camp commando. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les attaques qu'a subi le camp commando pendant cette période de crise post-électorale? Une nuit, le commandant Gbagbo m'a appelé pour me dire qu'ils essuyaient des coups de feu. Et on leur a demandé de riposter. Ils ont riposté. Jusqu'au matin, cela a cessé. Également, au niveau d'Abobo, du camp de commando d'Abobo, je l'ai dit avant-hier, je l'ai dit hier, je le répète aujourd'hui, au cours de nos ravitaillements hebdomadaires, les éléments sont attaqués du camp commando jusqu'au carrefour Samanké. Notamment au carrefour Samanké, si vous partez de la mairie d'Abobo, vous voyez le rond-point d'Abobo, jusqu'au carrefour Samanké, de part et d'autre, des éléments postés en civil. Enfin, ce sont des jeunes en civil qui sont armés, qui tiraient sur le convoi. Ils nous ont brûlé un char au niveau du commando du carrefour Samanké également. Donc, pour nous, c'était vraiment difficile de faire le ravitaillement. Alors, vous prenez l'axe principal qui part de l'ancienne casse jusqu'à Bobo, ce n'était pas possible à nos hommes d'emprunter cet axe-là. Parce qu'à partir de la casse jusqu'à Bobo, ce n'était pas possible. Nous avions une unité au niveau de l'université
d'Agamé, à Bobo Agamé, ils étaient obligés de quitter l'axe principal pour aller se mettre du côté de l'hôpital militaire. Donc nous étions dans cette situation difficile. D'accord. Pour être tout à fait clair, si je comprends ce que vous nous dites, c'est que pour éviter de passer par l'axe principal, puisqu'il était coupé par les rebelles, les convois de ravitaillement devaient passer par derrière, par l'hôpital militaire, c'est ça que vous nous dites? Oui, il prenait en partant du camp commando, pardon, il passait par la gendarmerie d'Abobo, ils arrivent au rond-point, ils bifurquent par la gauche, ils passent par le carrefour sans manquer. Le carrefour sans manquer, ils se dirigent vers le zoo. Du zoo, ils vont au niveau de d'Agban. Donc, on était obligé de regrouper toutes les unités au niveau du camp d'Agban pour faire le ravitaillement. Et ceux du génie qui occupaient le poste au niveau de l'université étaient obligés de passer par ce chemin-là. Donc, on ne pouvait plus emprunter ancienne casse jusqu'à Bobo. Très bien. Ça, c'est pour le camp commando qui se situe à Abobo. Est-ce que d'autres camps militaires d'Abidjan ont subi des attaques pendant la crise post-électorale? L'école de gendarmerie d'Abidjan a été attaquée. Le premier bataillon, le nouveau camp, j'allais dire tout le nouveau camp a été attaqué par l'aviation. L'ancien camp a été également attaqué. Les unités qui étaient à l'ouest ont été attaquées, d'où leur repli sur Abidjan. Nous avions un poste au niveau de Tchébissou, ça a été attaqué. Ceux qui étaient également à Bandouko, ils ont été attaqués, ils ont replié sur Abidjan. Très bien. Alors, si l'on se concentre sur les camps qui sont à l'intérieur ou les positions des FDS qui sont à l'intérieur d'Abidjan, vous venez de nous en citer quelques-uns en nous disant qu'ils ont été attaqués. Est-ce que vous pouvez nous dire quand, à peu près, à la période pendant la crise post-électorale, et surtout par qui? Parce que j'ai cru comprendre que vous nous aviez parlé aussi d'une attaque aérienne. Est-ce que vous pouvez nous dire, en reprenant les camps qui sont à Abidjan, dans le périmètre d'Abidjan, ou les positions FDS dans le périmètre d'Abidjan, à quel moment, plus ou moins, et par qui ils sont attaqués? Les camps ont été attaqués, j'avais même omis de parler du 3e bataillon qui était à Niamey, était attaqué. Le 3e bataillon a été attaqué. Le 1er bataillon, c'est-à-dire le Baza, a été attaqué à l'aviation. Si vous y arrivez, aucun bâtiment aujourd'hui. Tout a été pulvérisé par l'aviation. Aucun bâtiment du Baza n'existe aujourd'hui. Vous me pardonnez? À cause de la déflagration. Vous me pardonnez, je vous interromps une seconde. Excusez-moi, monsieur, mais c'est juste pour que nous ayons tous les éléments. Quand vous dites l'aviation de quel pays, quelle aviation? C'est l'armée française. Je le sais parce que les pilotes sont partis du Golfe. Avant-hier, j'ai dit ici que je connaissais 2 capitaines de l'aviation française. Ils sont partis du Golfe et ils ont attaqué. C'était l'armée française. Alors, je vous ai interrompu, vous me pardonnez. Vous pouvez continuer en reprenant chacun des camps, en nous disant à peu près, en nous disant quand ils ont été attaqués, à quelle période pendant la crise post-électorale et par qui. Alors, au niveau des attaques des bataillons, 3e bataillon, les positions intérieures,
c'était les FFN qui nous attaquaient. Enfin, il y avait du monde. Mais principalement, c'était les hommes qui sont venus du Nord qui nous attaquaient. L'aviation, c'était, je le dis parce que j'ai participé à une réunion au niveau du Golfe où il était question d'attaquer l'ancien camp d'Akwedo. Et j'ai fait savoir aux pilotes que l'ancien camp d'Akwedo, à l'ancien camp d'Akwedo, il y a des civils. Il y a plus de 2000, 3000 âmes à l'ancien camp d'Akwedo. Et que s'ils attaquaient l'ancien camp d'Akwedo, le village allait prendre un coup parce que la poudrière principale d'Abidjan se trouve à cet endroit précis. Il est à 250 mètres du village, la poudrière. À vol d'oiseau, c'est parce qu'il y a un talweg. Sinon, ça ne fait pas plus de 250 mètres. Et que le village serait anéanti également. C'est ainsi qu'ils ont laissé le bombardement de l'ancien camp. Mais ils ont bombardé le nouveau camp. Alors, vous permettez que je vous interrompe à nouveau. Pour avoir des précisions sur cette réunion, vous nous parlez d'une réunion à l'hôtel du Golfe à laquelle vous participez. Est-ce que, pour décider ou pas du bombardement de camps militaires de l'armée gouvernementale, pouvez-vous nous dire qui participait à cette réunion? À cette réunion, il y avait l'amiral, j'oublie son nom, mais il était récemment attaché de défense à Paris. Et il y avait le colonel-major Patrice. Il y avait moi-même. Il y avait d'autres éléments. Donc tous les matins, de 9h jusqu'à 11h, nous faisons le point de la situation sur le terrain. Très bien. Alors, brièvement, pouvez-vous nous continuer ce que vous étiez en train de nous dire lorsque je vous ai interrompu, c'est-à-dire les camps, vous nous en avez déjà cité quelques-uns, les camps ou les positions FDS attaquées pendant la crise post-électorale, à quel moment et par qui? Je n'ai pas les dates exactes, mais ça c'est parti à partir du mois de mars, courant mars 2011. Mais les attaques à l'aviation, c'était à partir du 9, 10, 11 avril. Très bien. Ces camps dont vous parlez, qui ont été attaqués pendant la crise post-électorale, est-ce qu'ils avaient subi des attaques entre 2002 et 2010? Oui, le deuxième bataillon de Daloa a été attaqué également. Le troisième bataillon a été attaqué également. Et le premier bataillon d'infanterie d'Akwedo a été attaqué. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous donner une période? Chers confrères, si vous permettez, Monsieur le Président. Yes. Monsieur le Président. Yes. Le juge président, oui, allez-y. Le Conseil Abidjan pense que pour les questions qui concernent des personnes en vie et qui ont des positions peut-être assez importantes, il conviendrait peut-être de faire le huis clos, au moins sur ces questions-là seulement. Chaque fois qu'il est question de révéler des noms de personnes qui ont de l'influence, qui existent, qui sont en vie, le témoin n'étant pas protégé, est-ce qu'il ne conviendrait pas de faire le huis clos partiel? Merci. Maître Altit. Merci, Monsieur le Président. Le juge président, Maître Altit.
question d'auto-incrimination, si je comprends bien ce que dit mon confrère, la question n'est pas celle de l'auto-incrimination ici, donc je ne suis pas sûr de tout à fait comprendre l'intervention. En tout cas, elle dépasse certainement la question, le champ de l'auto-incrimination. En revanche, si mon frère veut dire par là qu'il a peur que le témoin subisse des représailles parce qu'il dit, en citant des personnes qui sont toujours en position de pouvoir, parce qu'il dit ce qui s'est passé à l'époque, alors peut-être, à ce moment-là, le témoin peut-il nous dire quand il va parler d'une personne puissante qui pourrait exercer des représailles pour lui, et dans ce cas, nous ne nous opposerons pas à un huis clos partiel. Yes. Le juge président. Oui. Je vais demander au témoin lui-même, assisté de son conseil, de demander le passage à huis clos partiel éventuellement. Mais avant de dire les choses, bien entendu, car une fois que les choses sont dites, c'est trop tard. Donc c'est à vous de voir, monsieur le témoin, et à votre conseil de demander un huis clos partiel éventuel. Donc je m'en remets à vous. Ok. Le président, très bien. Maître Altit. J'aime. Alors, monsieur, je vous posais une question à l'instant pour qu'on essaie de bien comprendre. Donc, vous nous avez parlé d'attaques contre certains camps militaires à Abidjan dans la période, cette fois-ci, pas pendant la crise post-électorale, mais dans la période entre 2002 et 2010. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques indications plus précises concernant les dates auxquelles ont eu lieu ces attaques? Par exemple, est-ce que c'était en 2002, en 2003, en 2004? Enfin, vous voyez. En 2004, le poste de commandement du Com Théâtre a été attaqué. Nous avions notre aviation à cet endroit précis. Les avions ont été détruits. Excusez-moi, monsieur. Attaqué Oui. par qui? Est-ce que je peux demander à Monsieur le Président un huis clos? Yes, we can. Le juge président, oui, tout à fait. Passons à huis clos partiel. Mais on ne peut pas poser sans cesse les mêmes questions aux témoins. Greffier d'audience, nous sommes en audience publique, Monsieur le Président. We are in open session. Le Président, nous sommes en audience publique. Alors, en tant que responsable militaire, diriez-vous que la crise post-électorale de 2010 ne peut être comprise militairement et stratégiquement sans comprendre ce qui s'est passé en 2002? Ou autrement dit, je peux poser ma question autrement. La crise post-électorale de 2010 est-elle la continuité de tout ce qui s'est passé de 2002 à 2010? Oui. S'il n'y avait pas eu la crise à partir de 2002, il n'y aurait pas eu cette situation en
en décembre 2010 ou novembre 2010. Elle est consécutive. Très bien. Alors, je vais revenir, si vous voulez bien, monsieur, à ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire l'offensive militaire menée par les rebelles en mars 2011, cette fois-ci, du nord au sud. Du nord au sud. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire de quelles troupes était composée cette armée rebelle, à votre connaissance, cette armée rebelle, quand elle déferle du nord vers le sud? Ces troupes étaient essentiellement composées de A5N. Est-ce qu'il y avait des dozos? Il y avait des dozos. Dans les autres, il y avait des dozos également parmi les éléments de FAFN. Des dozos en grand nombre, d'ailleurs. Ils venaient d'où ces dozos? De quel pays? Ils venaient de la Côte d'Ivoire, en grande partie de la Côte d'Ivoire. C'était sûr, ils venaient de la région nord de la Côte d'Ivoire. Et d'autres pays aussi? Je ne vous ai pas saisi, maître, s'il vous plaît. Venaient-ils aussi d'autres pays? Je ne saurais vous le dire. Parmi ces troupes, y avait-il des mercenaires qui avaient été recrutés dans la région, ou dans la sous-région plutôt, par les rebelles? Je n'étais pas au moment où ils recrutaient, donc je ne saurais vous dire s'il y avait des mercenaires recrutés en ce moment. Nous avions en face de nous des troupes qui sont venues du nord, de qui elles étaient composées véritablement, je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils ont recruté des mercenaires. Aviez-vous des informations sur le type d'armement dont disposaient ces troupes rebelles qui arrivaient du nord? Oui, ils avaient les Kalash, ils avaient des 14-7 montés sur des véhicules, ils avaient des 12-7, ils avaient des obus également. C'était sûr, ils étaient vraiment armés, comme une armée régulière. Très bien. Quand vous dites des obus, est-ce que vous voulez dire des canons et des mortiers? Je parle des mortiers, je parle notamment des mortiers. Très bien. Aviez-vous des informations sur la façon dont les rebelles avaient obtenu toutes ces armes malgré l'embargo? Est-ce qu'on peut passer en huis clos, Monsieur le Président? Yes, we can. Le président, oui, tout à fait. Passons à huis clos partiel.
We are back in open session. Greffier d'audience, nous sommes en audience publique. Le président, merci. Maître Attal. Alors, monsieur, je vais vous poser une question à partir de ce que vous nous avez dit hier. Est-il juste de dire que le dispositif de sécurisation des populations d'Abidjan dont nous avons parlé, dont vous nous avez parlé hier et avant-hier concernant la crise de 2010, la crise post-électorale de 2010, que ce dispositif de sécurisation datait de 2002 et des années suivantes? Oui. Bien avant même 2002, comme toutes les grandes villes du monde, il y a un plan de sécurisation. Et notamment à partir de 2002, nous avons renforcé nos dispositifs au niveau de toutes les villes. À Abidjan, nous avons mis sur pied un dispositif qui comprenait 6 zones. Au départ, c'était 5 zones. Et au fur et à mesure que le commando invisible agissait, nous avons ramené à 6 zones. Ces points de contrôle existaient depuis 2002, bien avant même 2002. Très bien. Alors, vous nous avez dit, je passe à un sujet un peu différent, vous nous avez dit hier être parti, avoir quitté votre poste le 31 mars. Vous venez de nous parler aujourd'hui de bombardements français sur les positions des FDS. Est-ce que vous avez quitté votre poste quand l'armée française est intervenue en bombardant les positions des FDS? Oui, j'étais au Golfe quand le bombardement du camp d'Akudo a été effectué. Très bien. Alors, je passe à un autre thème et je vais lire un extrait de votre intervention du 7 novembre. Vous répondez à la représentante de l'accusation. C'est au transcrit non définitif français, page 40, à partir de la ligne 7. Alors, monsieur, c'est ce que vous avez dit, donc, en réponse à une question de la représentante de l'accusation, et je vais lire ce que vous avez dit. Je cite. « Moi, j'avais fait état de l'insuffisance des effectifs, de leurs éléments, à Anyama, parce qu'à Anyama, il n'y avait presque personne. Il n'y avait presque personne, et j'ai fait le point au chef d'état-major des armées, au président de la République. Parce que j'ai fait le point au président de la République à ce moment-là. Il s'en était étonné à ce qu'il ne pensait pas qu'il n'y avait personne. Au cours de la crise, il y avait eu beaucoup de défections. Il n'y avait pas assez d'éléments dans les bataillons. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, quand nous devons sécuriser une zone, un point, lorsqu'on demandait une section, les bataillons n'étaient pas en mesure de fournir la section. On allait jusqu'à 25 personnes, mais c'était rare d'atteindre les effectifs. Donc le 3e bataillon qui est venu de Bouaké était en position difficile. Il manquait d'effectifs.
il manquait d'effectifs. Ils étaient à Anyama. Anyama était une zone dangereuse pour nos éléments. J'ai pris la parole, j'en ai fait cas. Au cours de la même réunion, le général Kassaraté nous a promis d'envoyer un peloton. Ce peloton est venu de Dimokro. Le lendemain, il venait. Ils avaient des armes qui venaient de 1949. Fin de citation. Alors, je vais vous poser quelques questions très rapides là-dessus. Alors, tout d'abord, vous dites un peloton vous a été envoyé. Un peloton, c'est combien de personnes, à peu près? De 25 éléments. D'accord. Deuxième question, les armes qui dataient de 1949, c'était quoi? C'était des masses 36. C'est des fusils? C'est des fusils individuels. D'accord. Ils tirent au coup par coup. D'accord. C'est des fusils semi-automatiques. D'accord. Question. Pourquoi Anyama était, selon vos termes, une zone très dangereuse pour nos éléments? Anyama était une zone très dangereuse pour nos éléments parce que si vous connaissez bien à Abidjan, Anyama, en partant de la ville, en partant de la Maka, Anyama est au-delà d'Abobo. Donc toute la zone d'Abobo, presque toute la zone d'Abobo étant occupée par le commando invisible, le 3e bataillon était coincé derrière eux et ils ne pouvaient même pas sortir de là. Parce que pour sortir de leur camp, ils doivent forcément passer, s'ils ont de la chance, par le carrefour Ndoutré. Parce qu'ils ne pouvaient même pas aller à gauche pour rentrer dans Abobo. Donc, ils étaient en insécurité totale. Alors, d'accord. Hier, avant-hier plutôt, la représentante de l'accusation vous a montré un document dont je donne le numéro. CIVOTP 0005 0073. C'est l'onglet numéro 27 qui montre les effectifs par zone au 25 mars 2011. Alors, on va vous le montrer, ce document, monsieur. Vous voulez que je répète le numéro ERN? Non. Monsieur le Président, j'ai déjà présenté le document mentionné par Maître Altit au témoin. Vous l'avez sous les yeux, monsieur? Je vois le document. D'accord. Alors, vous vous souvenez de l'avoir vu il y a 2 jours? Oui, je me souviens. D'accord. Ma question est très simple. Ce document est daté du 25 mars 2011. Vous voyez, c'est en haut du document. Et, je vois, maître. Et il fait état d'effectifs théoriques qui sont mis en regard des effectifs réalisés. Alors, oui. ma question est simple. Est-ce que ces effectifs réalisés, ici, au 25 mars 2011, si l'on en croit le document, correspondent à votre connaissance aux effectifs réalisés en janvier et février, c'est-à-dire un peu avant? En gros, si vous voulez, je peux formuler ma question un peu différemment. Ce document nous donne-t-il une vision réaliste des effectifs qui étaient sur le terrain, disons, à partir de janvier et février? Oui, maître. D'accord.
Un commentaire, si vous me le permettez, là-dessus. Je vous en prie. Merci, maître. Vous voyez, 3e bataillon, 1er pont d'Anyama, de Yopougon, il devait fournir 25 éléments. Il n'y avait personne ce jour-là. Vous voyez, dans la colonne effectif réalisé, c'est 0-0. Bataillon de commandement de soutien de l'état-major, il devait être en Dokwa, il devait fournir 25 éléments. Ils n'ont fini que 17. Donc, si vous parcourez tous les documents, il y a des manquants. La première journée, je ne sais pas c'est quelle journée, vous voyez, au lieu de 274, n'ont pu fournir que 238. Et dans d'autres situations encore, c'est moins que ça. Est-ce que je peux dire pour ce document? Très bien. Et ces effectifs réalisés dont nous parlons, ce sont les effectifs globaux, c'est bien ça? Oui, 238, c'est global. Alors, l'avant-dernière colonne nous donne les effectifs théoriques. Que normalement, les effectifs sont demandés par l'ordre de mission. Mais ils n'arrivent pas à avoir tous les éléments. Donc, en gros, ce jour-là, nous avons eu 238. d'accord. Et ma question est simple, puisque nous parlons ici d'effectifs globaux. Je suppose qu'en réalité, les effectifs sur le terrain sont bien moindres, puisqu'il faut qu'il y ait une partie des soldats qui se reposent, d'autres qui sont peut-être malades. Enfin, il doit y avoir, et puis il y a un roulement, j'imagine. Est-ce que vous pouvez nous donner une approximation, si l'on prend par exemple les 238 personnels de la première, de la première ligne, enfin de la ligne qui correspond à Yopougon, si c'est un effectif global, ça correspond à peu près à combien de personnel en état de servir sur le terrain au même moment? Un tiers, 2 tiers? Est-ce que vous pouvez nous donner une approximation? Il faut dire que c'était un peu difficile au niveau des soldats. Vous voyez que le 238 que nous voyons, s'ils descendent le lendemain, il faut les remplacer par 238 éléments. Or, tous nos éléments étant engagés à la fois sur tous les fronts, ces mêmes éléments-là pouvaient pas faire 2 ou 3 jours sur le terrain. Donc, c'était insuffisant. Oui, je comprends tout à fait votre réponse, mais est-ce que vous pouvez, peut-être est-ce trop difficile, hein, mais nous dire sur, par exemple, un effectif, mais c'est une hypothèse, c'est théorique, c'est juste pour qu'on essaie de comprendre, sur un effectif global de 238, en fonction des procédures applicables dans l'armée ivoirienne et en fonction du contexte, des circonstances, de tout ce que vous savez mieux que nous, ça donnait à peu près, à l'époque, un effectif sur le terrain à un moment précis de combien? De 100, de 200, de 50? Enfin, vous comprenez ce que j'essaie de savoir? J'essaie de savoir à peu près ce que ça veut dire en termes de présence militaire réelle, à un moment précis. C'est le 2 tiers. Très bien. Alors, vous nous avez parlé des problèmes en effectif. Vous nous avez aussi parlé hier des problèmes en munitions lors de la crise post-électorale. J'ai une question très simple pour vous. Est-ce que vous avez reçu des munitions entre 2004 et 2010?
À mon niveau, au niveau de... En 2004, moi, j'étais sur le terrain. Donc, s'il y a eu acquisition des munitions, ça devait être dans les grands magasins, mais à ma connaissance, depuis que je suis parti du terrain, depuis 2004, nous n'avons pas eu de recomplètement de munitions. Parce que nos munitions qui étaient dans les casernes, dans les soutes, étaient régulièrement contrôlées par l'ONUCI. Très bien. Alors, vous nous avez aussi parlé des rapports que vous faisiez au chef d'état-major des armées. Et vous nous avez dit que vous lui rendiez compte par message, mais surtout par téléphone, à partir de vos cellulaires respectifs. De quels autres moyens de communication, et nous parlons cette fois-ci de la période de la crise post-électorale, hein, donc 2010-2011, de quels autres moyens de communication disposiez-vous pour échanger avec avec le chef d'état-major des armées, le CPCO, vos collègues, d'une part, et vos subordonnés, d'autre part? Par téléphone cellulaire. Ça, le téléphone cellulaire, c'était le grand moyen de communication, c'est ça? Oui, maître. D'accord. À votre connaissance, vos échanges, vos conversations par téléphone cellulaire, à vous, les responsables de l'armée, étaient-ils écoutés par les autorités françaises? I hope he doesn't know. Le président, j'espère qu'il ne le sait pas. Je n'avais pas un service particulier pour espionner le service d'écoute des Français, donc je ne saurais vous dire si les Français nous écoutaient. Mais ce qui est sûr, nous étions écoutés. Parce que après les conversations, il nous revenait que déjà sur le terrain, les gens étaient au courant, toutes nos réunions, les gens étaient au courant avant qu'on entame la mission. Donc je suppose que nous étions écoutés. Mais si c'était par les Français, je ne sais vous dire. Alors, pour qu'on comprenne bien, est-ce que vous nous dites que ce qui est sûr, c'est que vous étiez écouté, mais vous ne saviez pas, si c'était par les Français ou par les rebelles, c'est ça? C'est ça, maître. Très bien. C'est parce que vous avez parlé des Français que j'ai dit ça, mais c'est sûr How que do les excuse rebelles me. nous écoutaient. Le président, veuillez m'excuser. Comment savez-vous? Comment savez-vous? Comment ça le savez-vous? Comment le savez-vous? Comment savez-vous que vous étiez écouté? Merci, Monsieur le Président. Lorsque nous envisageons faire une manœuvre, après la réunion, le lendemain, avant que nous mettions nos hommes sur le terrain, ceux qui étaient en face déjà savaient, ils appelaient les uns les autres pour dire que vous venez à tel endroit pour telle mission, nous sommes au courant. Donc, c'est comme ça que nous avons su que nous étions écoutés. Well, you suppose. Le président, bon, vous supposez. Je suppose. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je crois que l'heure tourne. Je peux continuer à poser quelques questions. Yes. Président, oui. No, I think it's hard. Enfin, oui, mais
on peut s'arrêter ici si vous ne voulez pas poursuivre sur le même sujet. Sur le même sujet, j'ai encore 2 à 3 questions, pas plus, que je peux poser maintenant, mais que je peux aussi poser à la reprise, comme vous le désirez. No, then put the 2 or 3. Le président, alors, posez vos 2 ou 3 questions et lorsque vous arriverez à un nouveau sujet, eh bien vous nous le direz et nous ferons la pause. Monsieur le Président. Alors, monsieur, vous nous avez dit que l'armée disposait d'abonnements de téléphone cellulaire. Ma question est simple. Auprès de quel opérateur disposait-elle d'abonnements de téléphone? Par exemple, votre propre abonnement et ceux de vos confrères généraux, c'était auprès de quel opérateur téléphonique? Pour ne pas faire de la publicité gratuite, est-ce qu'on peut passer en huis clos? Je n'ai pas envie de dire le nom d'une société. Well, Le président, oui, bien sûr. Passons à huis clos partiel pour éviter de faire de la publicité pour l'une ou l'autre compagnie. We're in open session. Greffier d'audience, nous sommes en audience publique. Le président Maître Alti. Avec cette... okay, thank you very much. Le président, merci beaucoup. Nous allons faire la pause, une demi-heure. Nous revenons avec les questions de la défense de M. Gbagbo. Nous levons la séance. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good morning. Le juge président, rebonjour. Je vais, sans plus attendre, redonner la parole à Maître Altit, qui va poursuivre son contre-interrogatoire. Merci, Monsieur le Président. Alors, monsieur, nous allons continuer. Vous nous avez parlé de réunions qui auraient eu lieu à la résidence présidentielle, et vous nous avez précisé hier, je crois, que vous vous y rendiez avec les autres généraux quand le chef d'état-major venait faire des comptes rendus au président, quand il y avait des incidents ayant entraîné mort d'homme. Et je vais vous citer pour que les choses soient très claires. Écoutez, pour essayer d'accélérer un tout petit peu le mouvement, je ne vais pas vous citer si
Parce qu'en fait, ma question porte sur le type de réunion. Alors, quand vous rendiez à la résidence, vous étiez en général convoqué vers quelle heure ou à quelle heure? Après 18 heures. D'accord. Est-ce que les réunions avaient lieu immédiatement dès que vous arriviez, c'est-à-dire à l'heure prévue, ou vous arrivait-il, tous ensemble, d'attendre longtemps avant que la réunion proprement dite ait lieu? On attendait souvent longtemps. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée? C'est-à-dire, par exemple, si vous êtes convoqué, je ne sais pas, à 18 heures, si ça vous semble possible, il vous arrivait d'attendre combien de temps? 1 heure, 2 heures, 3 heures? Enfin, est-ce que vous pouvez nous donner une idée de comment ça se passait? Ça dépendrait du programme de Monsieur le Président, parce que souvent, avant qu'on arrive, il recevait des visiteurs. Donc, tant qu'il n'a pas fini de recevoir les visiteurs, nous attendons. Ou bien souvent, si nous sommes là, et que, par exemple, le Premier ministre arrive, nous attendons avant de nous faire rentrer. Mais c'était sûr, on attendait. On attendait 30 minutes, voire 45 minutes. Si ça a trop duré, c'est vraiment 45 minutes. On attendait. Donc les réunions elles-mêmes, elles étaient courtes ou elles étaient longues? Elles étaient courtes. Elles n'étaient pas aussi longues que ça. Elles étaient courtes. Ça dépendait du temps que le SEMA prenait pour lui exposer le problème, les réponses, les interventions des uns et des autres. Mais ce n'était pas des réunions trop longues. En général, ça durait quoi? Plutôt une demi-heure, 1 heure et demie? Est-ce que vous pouvez nous donner une approximation ou est-ce que c'est impossible? Tout au plus 1 heure. Très bien. Alors je vais vous lire un extrait de votre déclaration antérieure, dont la référence est la suivante. 6 VOTP 0080 1691. La page est 1733. Les lignes 1493 à 1495. Alors, vous allez là avoir cet extrait de votre déclaration, c'est-à-dire de la déclaration que vous avez faite au représentant du bureau du procureur, sous les yeux, monsieur, incessamment. Vous me dites quand vous avez ces lignes-là sous les yeux. Hein. Yes, please go. Le juge président, oui, allez-y. Alors, monsieur, vous avez sous les yeux donc ce petit extrait que je vais vous lire, et c'est vous qui répondez à une question d'un représentant du bureau du procureur. Je cite, ça, c'est possible. Quand nous y allons, il devait faire. Alors là, c'est pas très compréhensible. Ah ben, quand vous y allez, vous tirez souvent. Vous partez à 18h, il vous reçoit soit à minuit,
Vous devez être en fonction. Bon, fin de citation. C'est juste pour préciser, et pour rafraîchir votre mémoire, vous arrivait-il, ou vous êtes-il arrivé d'être allé à une réunion et d'avoir attendu autant de temps que ce que vous nous dites là, c'est-à-dire, d'après ce que vous dites, la réunion était prévue enfin, vous partez à 18h et vous êtes reçu à minuit. Ça vous est arrivé à plusieurs reprises? Non, non, mais Wait a minute, Mr. Le juge président interrompant, monsieur le témoin, veuillez attendre une minute, je vous prie, Madame Pack. Madame Pack, en ce qui concerne cette référence, comme mon contradicteur l'a suggéré, je souhaiterais que le contexte soit plus clair, car il s'agit d'une question sur la réunion du 12 janvier dans le registre présidentiel. Et ça pourrait être environ 21h jusqu'à minuit, minuit 30. Donc il faudrait donner plus de contexte afin que cette question soit plus claire. Le juge président, Maître Altit. La question, c'est, j'essaie de comprendre comment ça se passe en général, donc je crois que les choses étaient tout à fait claires, et savoir, ainsi que je l'ai demandé au témoin, s'il lui arrivait... Yeah, but there is no general. Le juge président interrompant. Il n'y a pas de généralité ici. Un jour c'est comme ça, le lendemain c'est différent. Donc il faut faire preuve de précision. Il n'y a pas de généralité. D'attendre aussi longtemps. Ça peut être une fois, ça peut être 2 fois, etc. Ça, c'est un. Et deuxièmement, hier, nous avons eu un débat et nous avons regretté que le logbook ne soit pas présenté aux témoins. Et maintenant, on nous dit qu'il faudrait que le logbook soit montré, etc. Vous voyez It le was problème. not it was Le juge président interrompant, ce n'était pas par hasard. Hein. On a d'abord dit qu'il n'y avait pas besoin de le montrer parce que nous le savions, donc ce n'était pas fortuit. Et ensuite, nous avons décidé de le montrer, ça a été montré à l'écran. Veuillez poursuivre. Merci, Monsieur le Président. Alors, nous parlons ici, Monsieur le témoin, d'une réunion précise, et vous avez répondu que cette réunion, vous êtes parti à 6h et vous avez été reçu à minuit. Ma question est simple. Y a-t-il eu d'autres réunions où le délai, avec un délai aussi important de plusieurs heures entre la date, l'heure prévue de la réunion et le moment où la réunion s'est réellement tenue? non, maître. D'accord. Nous avons eu beaucoup de réunions, mais en général, l'heure d'attente n'est pas aussi longue que ça. D'accord. Alors, on va passer à un autre sujet. Alors, vous nous avez dit hier, à propos du 3 mars 2011, que vous n'étiez au courant de rien. Et je vais vous lire pour que les choses soient tout à fait claires. Ce sont les transcrits français, non définitifs, de l'audience d'hier, page 3, ligne 1 à 5. Alors, je lis, je cite, et c'est vous qui parlez. Donc le 3 mars, bien avant, il n'avait jamais été question d'une quelconque marche que nous devons sécuriser. Donc je n'étais pas au courant, on n'a pas eu de réunion là-dessus, donc personne n'était au courant d'une quelconque marche ce jour-là à Abobo. Fin de citation. Alors, ça c'est tout à fait clair.
Maintenant, je voudrais vous poser des questions pour qu'on comprenne bien ce qui s'est passé. Et plus exactement, qu'on comprenne bien le déroulé de ce que vous avez appris. Alors, vous nous avez dit que la première mention de l'incident allégué, on parle du 3 mars, vous est donnée par le général Mangou quand il vous a appelé. Est-ce que c'est bien ça? C'est bien ça. D'accord. Alors, il vous a demandé ce que vous en saviez, et vous lui dites que vous n'en savez rien. Et vous nous avez, et ce n'était pas très clair, c'est pour ça que je vous pose la question, et vous nous avez précisé que lui, Mangou, vous a dit avoir été informé par le général Palacet. Est-ce que c'est ça? C'est ça. D'accord. Alors, une question. Qui est le général Palacet? C'était un général français qui commandait les forces françaises en ce moment-là. This is also on the record. Le juge président, c'est au dossier depuis la nuit des temps. Est-ce que vous étiez en contact avec le général Palacet pendant la crise? Je ne le connais pas. Je n'ai jamais conversé avec lui. Je ne le connais pas particulièrement. D'accord. Alors, puis vous nous avez dit avoir eu, dans l'après-midi, si j'ai bien compris, votre réunion quotidienne avec les autres généraux. On parle du jour même, de ce jour-là. Hein. Donc, vous nous avez dit avoir eu dans l'après-midi votre réunion quotidienne avec les autres généraux dans le cadre du CPCO. Et avoir parlé de cet incident allégué, donc le 3 mars, et avoir parlé de cet incident allégué parmi d'autres sujets qui ont été évoqués dans cette réunion. C'est ça? Je ne vous ai pas bien saisi. À la fin de votre question, je n'ai pas bien saisi. Je vais répéter. Donc ensuite, il y a la réunion quotidienne avec les autres généraux qui a lieu dans le cadre du CPCO, le même jour. Et là, vous nous avez dit avoir parlé de cette marche des femmes et de la répression alléguée au cours de cette réunion, parmi d'autres sujets avec les autres généraux. C'est bien ça? Oui. D'accord. Vous nous avez dit, et c'est vraiment, je souhaite que nous puissions clarifier ce point. Vous nous avez dit qu'au cours de cette réunion, vous aviez eu des éléments d'information, vous les généraux, de la part du CPCO à propos de l'incident. Alors, ma question, à propos du chef du CPCO, ma question, si ce chef du CPCO vous a donné des éléments d'information sur cet incident allégué, à votre connaissance, d'où les tenait-il? Les tenait-il, vous a-t-il dit s'il les tenait de Palacet, s'il les tenait du général Mangou, ou s'il les tenait d'une autre source? D'abord, quand il a eu la situation, il a eu à en parler avec le chef d'état-major. Après, comme c'est lui qui fait la conduite, il a été renseigné par les éléments sur le terrain. Et bien sûr, d'autres personnes l'ont appelé pour lui faire part de la situation à Bobo. D'accord. Alors, à ce moment-là, quand il vous en parle, le chef CPCO, est-ce qu'il vous donne des éléments d'information utiles, par exemple? Est-ce qu'il vous dit s'il a parlé à des éléments sur les terrains et est-ce qu'il vous dit ce que ces éléments lui ont répondu? Oui, il a dit qu'il a interrogé des éléments au niveau d'Abobo. Ceux-ci lui ont dit qu'ils n'ont pas encadré une quelconque marche.
Euh, Vous me pardonnez, vous venez de dire qu'ils n'ont pas encadré une quelconque marche. Est-ce que vous vouliez dire qu'ils n'ont pas tiré sur une quelconque marche? Mais s'il n'était pas à une quelconque marche, il ne pouvait pas tirer à une quelconque marche. D'accord. D'accord. Et c'est plus tard, pour qu'on comprenne bien, et c'est plus tard que vous-même, vous interrogez à votre tour vos subordonnés, les gens qui étaient sur le terrain, c'est ça? Moi, j'ai interrogé dans un premier temps, quand j'ai eu les informations de la part du général, dans la matinée, j'ai étudié entre 10h, 11h par là, j'ai eu à interroger mes éléments sur le terrain. Ils m'ont dit également qu'ils n'ont pas participé à une marche, ils n'étaient même pas au courant d'une marche. Donc, ils n'ont pas encadré de marche. C'est ainsi que nous arrivons à coordonner nos actions ensemble. Et ça se passe au téléphone. Donc, quand Basile me l'a dit, j'ai rendu compte au chef d'état-major des armées pour dire que nos éléments qui sont sur le terrain n'ont pas bougé du camp d'Abobo. Ils ne sont pas allés encadrer une quelconque marche. D'abord, le commandant qui était étonné. Parce que quand je lui ai posé la question, il dit non, ils ne sont pas sortis. Lui, il avait tenté d'aller faire le ravitaillement à Agban, mais au niveau de la gendarmerie d'Abobo, Gagnawaga précisément, il a essuyé des coups de feu, donc il a fait demi-tour. Et ce jour-là, il y a eu 2 véhicules de la gendarmerie endommagés et des blessés. Donc ils ont fait demi-tour. Les véhicules de la gendarmerie ont été présentés à la télévision, endommagés également, ce jour-là. D'accord. Donc, c'est votre témoignage de nous dire que, à votre connaissance, tous les FDS qui pouvaient se trouver à Abobo le jour de l'incident étaient au camp commando et que personne n'en était sorti. C'est ça? Personne ne pouvait en sortir. On ne pouvait sortir du camp commando. Donc, si je comprends bien, au moment de la réunion au CPCO, en fait, parmi les généraux, personne ne sait si des femmes ont été tuées, réellement tuées. Est-ce que c'est juste? Bon, quand tu as une information de ce genre, l'information est diffusée. Quand nous rencontrons, parce que le chef d'état-major, quand nous faisons le point sur le terrain, il appelle immédiatement le commandant supérieur de la gendarmerie et tous ceux qui sont dans le système pour les informer de la situation. Mais nous étions au même niveau de la situation, de l'information, qu'à Bobo, une marche serait réprimandée par nos hommes, qui auraient eu 7 morts, 7 femmes de tuées. Mais personne n'était au courant que ce soit nos hommes. Parce que nos hommes n'avaient pas bougé. Et chaque fois sur ce dossier, je me suis toujours interrogé, c'est où précisément la marche a eu lieu. Parce que quand vous prenez la casse en passant par Iltissac à arriver à Bobo, au point Anador, parce qu'il y a un carrefour, le premier grand carrefour, c'est le point Anador, nos éléments n'étaient pas au 3 mars. Ils ne pouvaient pas être au 3 mars. Vous arrivez au niveau du rond-point d'Abobo, devant la mairie, nos éléments qui étaient ne pouvaient pas être là-bas. Donc, tous les éléments de la zone d'Abobo se trouvaient, depuis plus de 2 semaines, se trouvaient dans le camp commando d'Abobo. En ce moment, à Bobo, nous n'avons pas quelqu'un au dehors. Et ça, je confirme cela et je le maintiens. Maintenant, si d'autres forces sont venues là, je ne sais pas. Mais je ne sais d'où
mais ce n'était pas nos hommes. En tout cas, nos hommes que nous avons sur le terrain ne pouvaient pas sortir d'Abobo, du camp d'Abobo. D'accord. D'accord. Alors on va passer à un autre sujet. Alors, hier, à une question de la représentante de l'accusation concernant des tirs allégués de mortier sur le marché d'Abobo, vous avez répondu la chose suivante. C'est au transcrit français non définitif de l'audience d'hier, page 14, lignes 22 à 28, et page 15, lignes 1 à 2. Alors, monsieur, je vais citer votre réponse. Je cite. Donc, c'est une question à propos des tirs de mortier sur le marché d'Abobo. Et vous répondez la chose suivante. Je cite. La veille, ça a été au soir du 16 mars aux environs de 23 heures. J'ai reçu un coup de fil d'un portable, mais avec le numéro inconnu. C'est un particulier qui m'a appelé, mais son numéro ne sortait pas. Il m'a dit, est-ce que j'entendais des coups de feu? Parce que moi, je ne suis pas loin d'Abobo. Je suis sorti sur la terrasse et effectivement, j'entendais des coups de feu. Fin de citation. Alors, on va reprendre ce que vous nous avez dit, parce que c'est important. Donc, ce que vous nous dites, c'est que, à votre connaissance, il y a eu des tirs dans la nuit du 16 au 17 mars 2011. C'est ça? J'ai entendu des coups de feu. Donc, puisque vous répondez ça à la représentante de l'accusation, c'est qu'en fait, les incidents qui ont pu avoir lieu se sont déroulés lors de cette nuit-là. Et ce sont les seuls incidents, enfin, c'est ma question, est-ce que ce sont les seuls incidents dans la zone qui ont eu lieu à votre connaissance entre la nuit et le lendemain 17 mars? Oui, ce sont les seuls incidents. Très bien. Ensuite, vous apprenez dans la journée du 17 mars qu'il y aurait eu un tir de mortier. Donc, pour qu'on soit très clair, vous l'apprenez d'abord de qui? La première information vous parvient de qui? Je vais partir de la veille. La veille, je vous ai dit que j'ai reçu le coup de fil d'un téléphone avec un numéro anonyme. Immédiatement, le 16 soir, j'ai appelé le chef d'état-major des armées. Je lui ai rendu compte. Mais avant de le faire, j'ai appelé mes éléments qui étaient sur le terrain. Sans manquer, les éléments de Samanké m'ont dit qu'à leur niveau, il n'y avait aucun événement à leur niveau. J'ai appelé ceux qui sont au camp commando. Ils m'ont dit qu'il n'y avait rien. J'ai également appelé ceux qui sont au niveau de Abidjan, Université Abidjan à Bobo. Eux, ils m'ont dit qu'ils auraient vu le commandant Abéi sortir avec des gemmes, aller en direction d'Abobo. J'ai appelé le général Mangou pour lui rendre compte. Après, lui, il a appelé le commandant Abéi, c'est ce qu'il m'a dit lui-même, que quand il a eu le commandant Abéi lui aurait dit
qui partait à Bobo pour nettoyer à Bobo. Mais il lui a dit, Mangou lui a dit, de ne pas prendre des initiatives. En tout cas, il lui a dit que lui ne veut pas le voir là-bas. C'est l'entretien que j'ai eu avec le général Mangou au sujet des coups de feu qui sont produits la nuit, du 16 au 17. Très bien. Ça, c'est ce que vous avez appris sur ce qui s'est passé dans la nuit du 16 au 17. Maintenant, ma question est un peu différente.